Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, nouveau numéro de NCI 360 ce soir, toujours au cœur de l'actualité nationale et internationale. Merci de votre fidélité. À la une ce soir, l'affichage de la liste électorale ouvrira ainsi la phase du contentieux électoral, une phase du processus électoral très attendue dans l'environnement politique, précédée de critiques acerbes contre l'arbitre électoral en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante CEI, la durée de la période du contentieux, les recriminations des partis politiques d'opposition, notamment la radiation du président du PPACI de la liste électorale provisoire, la présence de centenaires ou défunts sur le fichier, autant de sujets d'actualité qui cristallisent évidemment toutes les attentions. Qui mieux que le président de l'institution, Ibrahim Kuibiar Coulibaly, pour répondre à nos interrogations. À nos côtés, évidemment, nos analystes. Décryptage à suivre dans la première partie de cette émission. Dans la seconde partie, l'actualité sous-régionale marquée par les violences qui secouent le Sénégal. Des heurts ont été signalés jusqu'à hier dans la banlieue de Dakar, mais plusieurs quartiers qui avaient connu des accès de violence jeudi et vendredi dans la capitale sont restés calmes. Le ministre de l'Intérieur soulignant une baisse d'intensité des manifestations. Quelle est la situation aujourd'hui dans le pays? Pour en parler, nous serons en direct de Dakar avec des acteurs non moins importants de la scène politique que vous aurez l'occasion de découvrir. Pour la première partie de cette émission avec moi en plateau ce soir, je vous l'annonçais, le président de la commission électorale indépendante CEI, M. Ibrahim Kuibiar Coulibaly. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, M. Diarra-Souba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous disons merci. Merci beaucoup. Vous donnez toujours l'occasion de parler de la matière électorale. Absolument. Merci en tout cas d'être venu répondre à cette invitation. À vos côtés, Landry Couillot. Bonsoir Landry. Bonsoir Ali. Landry Couillot, juriste, enseignant, formateur à l'ENA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Docteur Bangali Gédéon Ngouran, un habitué de cette émission, enseignant-chercheur à l'université Laurent-Guédé de Daloa. Bonsoir docteur. Bonsoir Ali. Merci d'être là. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Jean-Yves Esso, analyste spécialiste en sociologie politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Geoffroy Caro également, juriste spécialiste en droit constitutionnel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission ce soir. Vous le savez, les deux principaux partis de l'opposition, le PDCI-RDA et le PPACI, demandent que le délai imparti pour le contentieux électoral soit rallongé d'un mois au lieu de 10 jours, comme prévu par la commission électorale indépendante. Ce délai est court pour régler les nombreuses irrégularités constatées sur la liste électorale provisoire, selon les deux partis politiques. Ils disent avoir décelé plusieurs anomalies sur une proportion de millions d'électeurs. Avant d'en parler avec vous, Monsieur le Président, je vous propose de voir ce sujet de Mardoché Kwasi et Fulgenski Siedo. On en parle juste après. Après avoir décelé une dizaine d'anomalies sur une proportion d'1 million d'électeurs, ces deux partis de l'opposition ont souhaité que le délai imparti pour le contentieux électoral soit rallongé d'un mois au lieu de 10 jours comme prévu par la commission électorale indépendante. Ce délai, diront les deux animateurs de cette conférence de presse, est court pour régler les nombreuses irrégularités constatées sur la liste électorale provisoire. Suite aux instructions données par les deux présidents, son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, un comité technique paritaire a été mis sur pied à l'effet d'analyser les données de la liste électorale provisoire 2020-2023 et d'en relever, le cas échéant, les irrégularités qui pourraient être constatées. À cet égard, nous estimons qu'il est indispensable qu'une période d'une durée d'au moins 1 mois soit impartie pour le contentieux de la liste électorale provisoire. Dans un communiqué publié récemment, la CEI a rappelé que les réclamations sur la liste électorale provisoire 2023 sont reçues du 1er au 10 juin inclus, et ce, exclusivement dans les commissions électorales locales sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les commissions électorales des représentations diplomatiques ivoiriennes de 18 pays où le recensement a eu lieu. Ibrahim Kuibiar Coulibaly, on l'a dit dans l'élément, le contentieux électoral s'est ouvert le 1er juin. Oui. Il se termine le 10, sauf que vous venez d'entendre des représentants de partis politiques significatifs qui souhaitent que la période soit prolongée parce qu'elle semble courte. Réaction tout de suite? Le contentieux ne se termine pas dans 10 jours. Ce sont les réclamations et les observations
qui se tiennent dans 10 jours. Mais le contentieux continue sur 1 mois. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la liste électorale a été augmentée d'à peine 7%. 531 électeurs de plus. La liste électorale dont on parle, c'est cette liste-là que chaque parti politique a. Cette liste électorale est à la disposition des partis politiques depuis bien longtemps. À preuve, à l'occasion de la présentation de la nouvelle liste provisoire, mais nous avons donné cette liste-là 10 jours avant aux partis politiques. Alors quand on me parle d'1 million de personnes, bon, je ne sais pas d'où ça sort. Parce que cette liste existe depuis longtemps. Et les partis politiques l'ont. Elle n'a été améliorée que de 7%. 531 électeurs maximum. Alors on ne va pas me dire de donner 1 mois. Et puis si les uns et les autres étaient intéressés, on l'aurait déterminé par l'engouement au niveau de l'enrôlement. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier ça. Mais commençons déjà. Commençons déjà, nous avons 1 mois. Commençons déjà et on verra. Et saisissez la commission électorale indépendante et puis on verra. Le délai de 10 jours, il est prévu par la loi? Oui. Ou c'est la commission électorale indépendante avec ses membres qui décide de la durée? Il est prévu par le décret fixant les modalités de la révision de la liste électorale. Il est de 10 jours à compter de l'affichage. Quand on affiche la liste, vous avez 10 jours pour l'examiner, pour y déceler les différentes irrégularités. Après quoi, vous faites vos observations. Lesquelles observations sont publiées dans un délai de 10 jours pour permettre également aux personnes qui sont intéressées de faire des observations contraires. Et puis la commission électorale a 1 semaine, 7 jours pour trancher. Et puis si vous n'êtes pas satisfait des décisions de la commission électorale indépendante, vous avez 3 jours pour saisir le tribunal. Et le tribunal a 5 jours. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait presque 1 mois, plus d'1 mois. Donc on ne peut pas dire que le contentieux c'est 10 jours. Ce sont les observations qui doivent être faites, qui sont 10 jours. Et nous pouvons dire que les partis politiques disposent de la liste électorale depuis bien longtemps. Et mieux, la liste électorale provisoire leur a été remise 10 jours avant l'affichage. Alors que généralement on découvre la liste électorale le jour de l'affichage. Mais nous leur avons donné cette liste-là 10 jours avant. Et je dis bien, la différence entre la liste électorale provisoire et l'ancienne liste, c'est 531 électeurs de plus. Alors ils ont eu le temps de l'exploiter, d'y déceler toutes les irrégularités. Voilà. Très bien. Messieurs, avant d'aller un peu plus loin, vous parlez d'irrégularités. Beaucoup semblent avoir été décelés par des partis politiques de l'opposition. Déjà, sur le délai, réaction, Dr Bangali? Moi, je pense que le délai est assez, comme il a relevé, encadré par les textes de loi en la matière. Je pense que les différents partis politiques devaient prendre des dispositions pour se conformer au délai. Et puis, éventuellement, s'il y avait, au-delà de ce délai, la possibilité, ensemble, de décider d'une rallonge, on pouvait poser le problème sous cet angle-là. Mais je veux surtout me prononcer sur les différentes irrégularités que on en viendra. différents partis... On y arrivera tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, Dr Bangali. Jean-Yves Esso, oui. Moi, ce que vous me dites tous sur la question du délai, on passe, chacun passe son tour et puis on arrive aux irrégularités. Allez-y. Pas du tout. Allez-y, Jean-Yves. Alors moi, j'ai un sérieux problème sur cette histoire de délai. Effectivement, le président de la CEI nous dit que les partis politiques ont eu la liste 10 jours avant. À partir de l'affichage, ils ont 10 jours pour faire des réclamations. Il se trouve que dans cette liste, il nous a été communiqué énormément d'anomalies et énormément d'incongruités. On suppose qu'une liste électorale qui a été qui émane de la CEI, qui normalement, selon les textes de la CEI, est révisée tous les ans, hein, selon l'article 2 de la loi sur la CEI, ils ont eu 1 année pour nous produire un texte, une liste, on va dire, acceptable. Et on se rend compte que, quand la liste apparaît, il y a des choses invraisemblables. C'est-à-dire des personnes... Là, vous rentrez dans les irrégularités, hein, comme vous voulez le faire. Oui, non, mais sans rentrer dans les détails. Oui, bien sûr. Il y a certaines irrégularités qui sont inacceptables. C'est vrai qu'effectivement, il y a un lot d'irrégularités. Mais il y en a quelques-unes qui sont inacceptables. Donc, effectivement, quand on se rend compte de tout ce qu'il y a à faire comme travail sur la liste, 10 jours plus 10 jours, donc 20 jours, ne suffit pas.
pour qu'on puisse émettre des réclamations. Très bien. Donc je comprends tout à fait la rallonge qui est demandée par les partis politiques. Parfait. Geoffroy Kao? Non, je pense que la CEI devait faire droit à la demande des partis politiques qui sont les principaux acteurs des élections. En ce sens que ici, ce que les partis politiques relèvent, c'est l'ampleur des irrégularités et qui ne peut pas être traité dans le laps de temps encadré par la loi. Donc je pense qu'une question de crédibilité, de transparence des élections, rallonger ou prolonger le délai participerait à crédibiliser davantage notre système électoral. Est-ce que cela relève de la CEI quand on dit que c'est un texte de loi qui encadre la période du contentieux électoral? Oui, mais ils vont s'adresser à la CEI, et la CEI s'adresse à qui de droit dans tous les cas de figure. Parce que lorsque le président dit que lui, il donne une fin de non-recevoir à cette demande, ça veut dire que le système est déjà grippé. Or, je pense que nous ne sommes pas dans un bras de fer entre la CEI et les partis politiques. Bien au contraire, ce sont des partenaires. Et donc, ils doivent trouver un consensus dans le but ultime de la transparence et de la crédibilité des élections. Landry? Alors déjà, merci bien Ali pour la parole. Déjà, quand on sait qu'on vise une question d'ordre juridique et que cette question-là est encadrée par des textes, dont un décret, je crois que nos partis politiques s'adressent à la mauvaise personne. Parce que le décret, il est pris par le président de la République. Et lorsqu'on a eu des mois et des années auparavant pour évoquer la question du dialogue politique, et la question électorale était bien au cœur du dialogue politique, on aurait pu, bien sûr, d'autant plus que la question de la liste électorale a toujours été sous l'empire de la polémique, on aurait pu évoquer cette question afin d'obtenir une rallonge, mais pas de manière incidente, parce que cela serait inopérant et ne pourrait que créer plus de polémiques et de tensions qui, pour ma part, sont inutiles. Nos partis politiques ont manqué là de pouvoir toucher de très près un sujet très important parce que manifestement, si l'on estime que la question électorale est une question qui est épineuse et que la question de la liste électorale revient constamment, on aurait dû, au cours du dialogue politique, évoquer... Donc pour vous, c'est une question... Pour moi, c'est une question qui ne fait pas sens et qui montre combien de fois on a manqué d'être pertinent. Deuxième chose, c'est que lorsque l'on a le chiffre qui porte sur le nombre de nouvelles personnes inscrites et qui ne font même pas le million, ma foi, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, il y a un échec de nos partis politiques qui ne dit pas son nom. Lorsqu'on a tous ces partis-là présents et qu'on a battu campagne et qu'on n'a pas été capable de pouvoir amener plus d'1 million d'Ivoiriens, c'est qu'on n'a pas convaincu que ce soit. D'accord. Voilà, donc ça, c'est aussi, il faut le préciser. Lorsqu'on évoque le million, voire plus d'1 million de personnes qui sont dans ce cas d'irrégularité, alors qu'on a d'abord une liste qui a été rajoutée par 5 et qui a été complétée par 500 000 personnes, je me dis, à ce cas-là, ces partis qui disposent de cette liste électorale depuis belle lurette, n'ont-ils pas pu déceler ces irrégularités-là concernant ces anciens inscrits? Voici autant de questions qui se posent et qui nous interrogent sur l'efficacité des équipes dont disposent les partis politiques au niveau électoral. Monsieur le Président, comment vous réagissez? Alors d'abord, il est mieux de préciser que ce n'est pas un bras de fer avec les partis politiques. Vous m'avez demandé mon avis. Hein? Absolument. J'ai donné mon avis. C'est cela. Alors je dis qu'il y a bien longtemps que les partis politiques disposent de cette liste électorale. Vous comprenez? Cette liste électorale, elle existe depuis bien longtemps entre les mains des partis politiques. Ça, c'est un. De deux, ça fait 5 fois que nous révisons la liste électorale. 5 fois. Et c'est la même liste électorale depuis 2008. C'est cette liste électorale dont disposent les partis politiques. Il leur est loisible, chaque fois, de regarder ce qui ne va pas sur la liste électorale. Alors, les irrégularités qu'ils ont constatées, c'est sur les nouveaux électeurs, mais ils ne sont que 531 000. Pour 531 000, on va mettre 1 mois, alors que vous avez eu cette liste électorale depuis des années. Alors je me dis, à toutes les occasions, il aurait fallu... Et puis, de toutes les façons, M. Diarra-Souba, la liste électorale, elle est permanente, elle est publique. Alors chaque fois que besoin sera, on pourra demander de régulariser ces irrégularités ou ces omissions. C'est ce que moi je dis. Mais je n'ai pas dit que c'était peut-être pas de leur part de dire ce qu'ils disent. Mais sauf que moi je leur dis que nous avons fait notre part
Au-delà de cela, comme l'a dit le monsieur, le journaliste, monsieur Kyo, mais c'est vrai, la commission électorale est l'organe qui organise les élections. Mais la commission électorale ne légifère pas sur les actes qui encadrent l'élection. J'ai toujours dit que la commission fonctionne sur deux bases, la loi et les accords politiques. Voilà. Alors si vous souhaitez, parce que vous avez décelé sur la liste électorale des irrégularités énormes, mais l'occasion vous est donnée à l'occasion des accords politiques de décider que désormais, au lieu de 10 jours ou de 20 jours, faites 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais vous ne le faites pas. Et dès qu'on vous donne la liste électorale, vous dites oui, on a besoin d'1 mois. Alors moi, ça frise un peu le dilatoire. C'est comme ça que ça s'appelle en droit, le dilatoire. Voilà. J'ai l'impression que la réalité, ce n'est pas la quintessence des irrégularités. On va revenir là-dessus. Et vous allez voir que ce sont des irrégularités qui ne sont même pas nouvelles. Très bien. Parlons justement de ces irrégularités. Bon, d'accord, je vais vous faire réagir. Oui, il y a deux choses. Allez-y. D'abord, lorsque Landry dit que les partis politiques ont échoué à faire enregistrer les nouveaux électeurs, il ne relève pas de la compétence. Le recensement électoral relève de la compétence exclusive de la CEI. C'est la CEI qui organise. Peut-être que Landry faisait allusion à l'offre politique. Il participe bien sûr à, oui, non, à sensibiliser. non, on les a vus mobiliser. Bon, Landry, je le laisse. Landry, est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? Allez-y. Laissez-le terminer, et puis on revient. Le président est là, c'est de la compétence exclusive de la CEI. Et la CEI a les moyens pour faire la communication, pour faire, n'est-ce pas, toute la propagande autour de ce recensement électoral. Donc s'il y a échec, ce n'est pas au niveau des partis politiques, mais plutôt au niveau de la CEI. Et ça, il faut le relever. Deuxième chose, quand, Monsieur le Président, vous dites que les partis politiques ont eu depuis longtemps cette liste, mais on peut vous reprocher la même chose. Vous avez eu pendant longtemps cette liste, vous l'avez, et vous nous avez dit que c'est 7% de nouveaux électeurs inscrits. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a encore des irrégularités sur cette liste électorale? On n'a pas encore statué sur les irrégularités. Oui, mais moi, je ne vous ai pas dit qu'il y avait des irrégularités. Oui, mais déjà, les partis politiques présument des irrégularités. Très bien. Et justement, vous présumez les irrégularités sur la liste électorale. Mais ça non, pour moi, je voudrais que vous soyez précis. Les irrégularités. Mais vous dites que le contentieux n'est pas encore ouvert. Donc on peut pas, on parle de présomption, puisqu'une décision n'est pas encore rendue. Vous n'avez pas été saisi pour un recours administratif. Est-ce que vous avez terminé? Si vous avez terminé, on donne la parole au président. Monsieur le Président, allez-y. Alors voyez-vous, je reviens encore pour dire que c'est normal que les partis politiques décèlent des irrégularités sur la liste électorale. Mais la liste électorale n'est pas l'œuvre unique de la commission électorale indépendante. C'est une œuvre commune. Voilà pourquoi l'article 12 du Code électoral dit « Tout électeur peut demander l'inscription d'une personne omise, comme tout électeur peut demander la radiation d'une personne indûment inscrite sur la liste électorale. » Cela veut dire tout simplement que c'est une œuvre commune, aussi bien de la commission électorale que des partis politiques. Au-delà de tout, mais le parti politique est le premier bénéficiaire de la liste électorale. Merci. D'autant plus que tout parti politique concourt à l'expression du suffrage et la vocation d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir d'État par le biais de l'élection. Qui c'est qui a plus intérêt à ce que la liste électorale soit là, soit bien faite? Mais c'est les partis politiques. Et c'est pour cette raison, nous sommes les premiers à donner aux partis politiques la liste électorale. Mais figurez-vous, monsieur Diarra-Souba, voilà ce que nous avons fait. D'abord, au départ, la période d'observation, c'était 3 jours. Nous avons demandé au gouvernement de le rendre en 10 jours, de le prolonger en 10 jours, parce qu'on s'est dit qu'il faut donner le temps aux partis politiques de participer à l'élaboration de la liste électorale. Ensuite, mais l'article 11 dit quoi? Les partis politiques, tout comme toute personne ayant fait acte de candidature, peut se voir délivrer une copie de la liste électorale à ses frais. Nous leur avons donné gratuitement la liste électorale. Et en plus, tout le monde découvre la liste électorale à l'affichage. Mais nous avons fait mieux. 10 jours avant, nous avons remis la liste électorale aux partis politiques. Tout ceci pour leur permettre de déceler les irrégularités. Voilà pourquoi chaque fois que nous avons une opération électorale à faire, nous invitons les partis politiques à participer à l'opération et à déterminer ensemble le mode opératoire. Mais à aucun moment, les partis politiques nous ont dit, au moment de l'élaboration de la, comment on appelle, au moment du lancement de la révision de la liste électorale, à aucun moment ils nous ont dit, on souhaiterait avoir plus de temps pour les observations. Ils ne l'ont jamais dit. Donc, pour moi, c'est nouveau.
mais une question nouvelle, mais se traite avec attention. Voilà. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est la loi qui le dit et c'est la loi qui régente la procédure de la révision de la liste électorale. Voilà. Très bien. Monsieur le Président, on va mettre le pied dans le plat, évidemment, concernant les irrégularités. Un haut cadre du Parti des peuples africains, en l'occurrence le professeur Sébastien Danon-Diédié, estimait que, vous savez, la question, effectivement, qui cristallise toutes les attentions en ce moment, c'est la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Ce haut cadre du parti estime que le président Laurent Gbagbo devrait être sur la liste électorale provisoire, parce qu'elle est provisoire, quitte à la CEI et à son parti politique de s'accorder sur la confirmation ou de l'infirmation de son nom sur cette liste. Je vous propose de l'écouter et on en parle juste après. Pour qu'il y ait le contentieux, moi, mon souhait et la logique veut que Gbagbo figure d'abord sur la liste provisoire. Parce qu'on l'a bien appelé liste provisoire. Il faut aller sur cette liste provisoire. À ce moment-là, ceux qui ne sont pas contents viendront faire des réclamations. C'est ce qui n'est pas fait et c'est ça qu'on accepte. Monsieur le Président, comment vous réagissez? Alors, Monsieur Ali, je voudrais, avec votre permission, remettre à chacun des journalistes ici présents. C'est pas des journalistes, bon, c'est les consultants, disons des analystes, oui. Toutes les personnalités ici présentes autour de cette table, les instruments juridiques qui encadrent la révision de la liste électorale. Merci. Il s'agit de la loi et du décret portant fixation des modalités de la révision de la liste électorale. Je me permettrai de le faire. Hein. Voilà. Communication des pièces. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces documents. Ça nous permet... Vous pouvez commencer à élaborer. Alors, en fait, pourquoi je donne ce document? On a l'impression que le président ou la commission électorale indépendante légifère sur les règles qui encadrent la révision de la liste électorale. Ce qui est faux. La liste électorale, elle est bien organisée par la loi et le décret. Évidemment. Alors, vous savez, comme je vous le disais tantôt, la liste électorale est un document administratif sur lequel les citoyens viennent s'enrôler. Parce que pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Et l'article 6 dit que la liste électorale doit être mise à jour pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Et que dit le Code par rapport à ce que monsieur le ministre Danon-Diédié a dit? L'article 11 du Code électoral dit que la période déterminant l'établissement de la liste électorale ainsi que ses modalités pratiques sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale indépendante. C'est ce décret-là, celui du 9 novembre 2022. Et que dit ce décret? Parce qu'à l'entendre parler, monsieur le ministre, il faut que le président Gbagbo soit d'abord sur la liste et c'est le contentieux, à l'occasion du contentieux qu'on l'y enlève. L'article 2 de ce décret dit la révision de la liste électorale consiste à 3 choses. La première, l'actualisation des données des personnes. Deuxième, l'inscription des nouveaux électeurs sur la liste électorale. Et troisième, la radiation des personnes décédées, des personnes ayant perdu la qualité d'électeur et celles qui sont indûment inscrites sur la liste électorale. Voilà les 3 objectifs de la révision de la liste électorale. Et l'article 11 de ce décret dit quoi? À l'issue, on parle français là, à l'issue des opérations d'actualisation des données personnelles, virgule, de l'inscription sur la liste électorale et de la radiation de la dite liste, la commission électorale établit la liste électorale provisoire pour être affichée pour que celle-ci soit consultée par la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la radiation se fait avant l'élaboration de la liste électorale provisoire. C'est tout simple. Je répète, à l'issue des opérations d'actualisation des données personnelles, d'inscription et de radiation de la liste électorale, la commission établit la liste électorale provisoire. Ça veut dire tout simplement que la radiation, la mise à jour des données personnelles ainsi que l'inscription, ce sont des opérations qui précèdent l'élaboration de la liste provisoire. Parce que de quoi s'agit-il? Lorsque nous collectons les données, le citoyen qui vient parce qu'il veut mettre à jour ces données peut le faire à l'occasion de l'enrôlement. Celui qui n'est pas sur la liste électorale, qui juge utile d'être sur la liste électorale, vient avec les documents l'attestant pour être sur la liste électorale. Voilà pourquoi l'article 9 dit ceci. Tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur
peut s'inscrire dans la circonscription de son choix, pourvu qu'il y ait son domicile, sa résidence ou son domicile fiscal, ou s'il est à l'étranger, être immatriculé dans l'ambassade où il s'est fait enrôler. Voilà. Donc ce sont des actes qui sont avant la liste électorale. Donc quand la commission procède au traitement des données collectées sur le terrain, première chose que la commission fait, c'est de regarder. Ce monsieur m'a demandé qu'il veut être sur la liste électorale. Est-ce qu'il remplit les conditions? Et les conditions sont prescrites par l'article 3, qui dit ceci, que tout Ivoirien, de sexe masculin ou féminin, âgé de 18 ans, jouissant de ses droits civils et politiques, et n'étant frappé d'aucune incapacité, peut s'inscrire sur la liste électorale. Or, l'article 5 dit, c'est l'inscription de la liste sur la liste électorale qui confère la qualité d'électeur. Mais alors, je suis surpris qu'on me dise qu'il faut d'abord inscrire le président Gbagbo sur la liste électorale avant le contentieux. Mais M. Ali, en droit, ils sont les consultants, en droit, le contentieux naît de la contrariété entre ce qu'on demande et ce qu'on vous donne. Si vous demandez à être inscrit sur la liste électorale, si on vous inscrit sur la liste électorale, mais vous ne partez pas au contentieux parce que ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi l'article 12 du Code électoral prescrit très bien. Toute personne peut demander l'inscription d'une personne omise. Mais vous êtes omis parce que tout simplement, vous devriez être sur la liste électorale. Donc l'omission est une irrégularité. Quand on dit de radier quelqu'un, ça veut dire que la personne est déjà sur la liste électorale. Donc ce sont des opérations qui précèdent nécessairement l'élaboration de la liste électorale provisoire. Alors je suis fort bien étonné de penser que des gens s'imaginent que dès que vous dites que vous voulez vous inscrire sur la liste électorale, vous devez y être jusqu'au contentieux. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je dis bien, le contentieux est la procédure qui consiste à soumettre à une instance judiciaire ou arbitrale les prétentions opposant plusieurs personnes. Mais ici, vous venez, vous dites vous voulez vous inscrire. La commission dit non, vous ne voulez pas vous inscrire. Le contentieux est justifié. Mais si vous demandez à être inscrit sur la liste électorale et que vous êtes inscrit sur la liste électorale, mais il n'y a pas de contentieux. Et je répète encore, le contentieux naît de la contrariété entre ce que vous voulez et ce qu'on vous donne. Voilà. Très bien. Réaction, Jean-Yves, oui. Oui, si vous permettez. Allez-y, allez-y. Je ne vais pas m'attarder sur le cas du président Laurent Gbagbo. Je vais plutôt revenir sur la période de contrôle. Jean, ils vont laisser d'avancer. Hein. Non, mais c'est très important. Bon, très rapidement. Parce que le président a entièrement raison sur le cas de Laurent Gbagbo et je n'ai pas envie de rentrer dans ce détail. Je souhaiterais m'adresser directement au président de la commission. Allez-y. Monsieur le président, d'abord merci. Merci pour votre présence sur le plateau. Même si, selon l'article 2 de votre code, vous y êtes un petit peu obligé, puisque vous devez faire de la sensibilisation. Vous avez été mis à ce poste par la grâce de Dieu, mais aussi et surtout par votre compétence en la matière, parce qu'on le voit tout de suite pendant que vous parlez, par votre probité, par votre acribie légendaire, par, en tout cas, votre intégrité. Nous sommes dans une situation en Côte d'Ivoire, enfin, la loi de finances du 20 décembre 2022, je crois, a alloué 57 milliards de francs CFA à la CEI, dont 12 milliards ont été affectés à la révision de la liste électorale. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Quand je vous écoute parler, je sens un petit peu de tension, de défiance et de... Vous êtes prêts au combat. Moi, ça me pose un problème. Parce que nous avons envie de nous réconcilier. Bien sûr. Les termes techniques, les termes du droit, les termes techniques, tout le monde ne les connaît pas. Je ne rentre pas dans le cadre du président Laurent Gbagbo parce que je n'ai pas les arguments et je n'ai pas les armes pour le défendre. Par contre, je pense avoir les arguments pour, demander humblement au président d'écouter la demande des partis politiques, parce que la liste électorale qui est sortie a été surprenante pour tout le monde, en termes de quantité d'anomalies figurant dans la liste. C'est vrai que vous dites qu'il y a eu 531 personnes en plus. Le point qu'on fait, et je ne vais pas égrener toutes les anomalies, le point qu'on fait, c'est qu'il y en a énormément. Pour le souci de la réconciliation, de la bonne entente, pour ne pas permettre à des gens de profiter de cette tension-là pour préjuger de votre impartialité, enfin de l'impartialité de l'institution.
ne pensez-vous pas qu'il serait quand même compréhensible et acceptable d'entendre ce que les partis politiques disent? D'autant plus que dans certains autres pays, il y a des audits, indépendants qui auditent justement les listes électorales. Je ne sais pas si certaines personnes ici, certains partis politiques l'ont demandé, mais ils nous demandent que du temps pour pouvoir travailler cette liste, même si dans le décret, il était indiqué que c'était 10 jours. Est-ce que pour répondre à mon ami Cuyo tout à l'heure, mais quand il y a eu les discussions concernant... Vous faites allusion au dialogue politique? Le dialogue politique et tout. Mais il n'était pas prévu qu'on nous sorte une liste électorale avec autant d'incongruités. Donc, il faut quand même, je pense qu'il faut quand même comprendre que dans certaines situations, il y a il y a de la sensibilisation à faire. Il faut accepter certaines choses pour détendre l'atmosphère de tout le monde. Très bien. Docteur Bangali, sur le cas de la radiation du président Gbagbo. Je vais revenir sur le cas de la radiation du président Laurent Gbagbo, parce qu'autour de cet enjeu-là, il y a plusieurs questions qui gravitent, qui chaque fois ressortent dans le débat public. Et on aimerait bien entendre le président de la CEI sur deux aspects rattachés à la radiation. Le premier aspect, il est juridique. C'est qu'au moment où sa radiation intervient, selon ce qui revient couramment, il y avait deux décisions de justice qui étaient sur la place. La première décision, c'est celle de la justice ivoirienne, la décision numéro 484/2018, du jugement 870/11. Et cette décision a été prise par les juridictions ivoiriennes qui, enlevaient ses droits civiques et politiques au président Laurent Gbagbo. Et donc, cette sanction administrative pouvait lui être opposée dans le cadre, bien sûr, de son retrait de la liste électorale. Mais à côté de cela aussi, il y avait une ordonnance de la Cour africaine de justice, numéro 25/2020, du 25 septembre 2020, qui était opposable à l'État de Côte d'Ivoire jusqu'au 21 avril 2021. Alors, il y avait deux décisions de justice. On souhaiterait savoir sur la base de quoi le président de la CEI, ou en tout cas la CEI, décide de choisir une des décisions de justice et d'ignorer l'autre. Ça, c'est la première question qui revient souvent, sur laquelle on souhaiterait quand même l'entendre. La deuxième question qui a refait surface dernièrement, dans le réquisitoire qui a été développé par le PPACI, c'est que le président Laurent Gbagbo et ainsi que l'ancien Premier ministre Soro Guillaume ont fait objet de la radiation des listes électorales sur la base du fait qu'ils avaient été condamnés par la justice ivoirienne. Et en même temps, ils avaient l'impression de deux traitements différents pour un groupe de personnes qui étaient dans la même situation, parce qu'ils ont relevé le fait que sur la liste électorale figurait toujours le nom de Kamaraté Souleymane et de Afoussiata Bamba, qui eux aussi avaient été condamnés au même titre que Soro Guillaume. Donc l'impression que cela donne, c'est qu'il y a une sorte de ciblage ou d'acharnement de la CEI sur des personnes en fonction des ambitions présidentielles qu'ils auraient exprimées. Donc sur ces deux questions liées à la radiation du président, on souhaiterait quand même entendre le président de la CEI. Déjà, la première question liée aux deux décisions de justice, l'une émise par les juridictions ivoiriennes et l'autre par la Cour africaine de justice, sur la base de quel principe, de quel article il a choisi. De quelle décision de justice? Voilà. Monsieur le Président. Alors je voudrais répondre à mon frère... Docteur Bangali. Non. Jean-Yves Esso. Monsieur Esso, pour lui dire que je suis très flatté par ses propos, mais je ne suis pas vindicatif vis-à-vis des partis politiques. Tout au contraire. Je considère que les partis politiques et la CEI sont en partenariat, puisque c'est nous qui organisons les élections, et les élections profitent aux partis politiques, puisque ceux-ci ont vocation à conquérir le pouvoir d'État par le biais de l'élection. Donc, loin de moi une animosité vis-à-vis des partis politiques. Sauf que souvent, on est un peu excédé, vous pouvez le comprendre aisément, quand vous les invitez à chaque fois à des débats, discuter un peu d'un mode opératoire, et puis vous constatez que ce sont les mêmes choses qui reviennent, on a l'impression de prêcher un peu dans le désert, ce qui peut amener peut-être la montée de la tension, mais il n'en est rien du tout. Les partis politiques sont toujours nos alliés. Alors, voyez-vous, les deux questions qui m'ont été posées concernant les deux décisions contradictoires. Quand on ouvre la révision de la liste électorale, la commission électorale écrit au ministère de la Justice
pour lui dire le code électoral prescrit qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, il faut qu'on sorte les personnes qui sont décédées, on sorte les personnes qui sont déchues de leurs droits, qui ont perdu leur qualité d'électeur, tout comme les personnes qui sont indûment inscrites sur la liste électorale. Comme c'est vous qui détenez le fichier judiciaire des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces personnes-là? Le ministère s'exécute. Nous écrivons au ministère de l'Intérieur, qui gère l'état civil en Côte d'Ivoire, service qui reçoit les déclarations de décès, est-ce que vous pouvez nous donner la liste des personnes qui sont décédées? Ces deux listes sont confrontées à la liste électorale. Et on sort toutes les personnes décédées qui sont sur la liste électorale et qui se retrouvent sur la liste du ministère de l'Intérieur. Tout comme du ministère de la Justice concernant les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. C'est sur cette base qu'on retire ces personnes-là de la liste électorale. Alors, quand on le fait, dans le cas du président Gbagbo, je ne souhaite pas qu'on focalise nos interventions sur le président Gbagbo, mais bon, si vous m'y amenez, c'est l'actualité, on va le faire. Alors, le président Gbagbo se trouvait donc sur cette liste. Le président Gbagbo étant sur cette liste, la conséquence, c'est sa radiation. Mais je vous dis, M. Bangali, qu'en réalité, notre décision est intervenue avant la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est parce que nous n'avons pas fait droit à la requête des avocats du président Gbagbo qu'ils ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme, parce que notre décision radiait le président Gbagbo de la liste électorale. Et la Cour africaine des droits de l'homme, je vous le concède, a pris une décision contraire. Mais, M. Bangali, mais retenez tout simplement que les décisions d'une juridiction internationale ne s'appliquent pas de facto à l'intérieur d'un pays souverain. L'article 30 dit ceci, l'article 30 du protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme dit ceci. Les États partis s'engagent à se conformer aux dispositions et aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et en assurer l'exécution. Mais pour cela, ce n'est pas la commission électorale qui est partie à ce protocole. Moi, je suis une entité d'un État souverain. Il appartient à la Cour africaine de notifier cette décision à l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire prend les mesures nécessaires pour l'application et assurer l'exécution de ces décisions. Moi, je sais que cette décision existe, mais je ne suis pas habilité à l'exécuter sans que cette décision ne soit notifiée à l'État. C'est comme ça que ça s'est fait. Voyez-vous, même dans le cadre judiciaire, quand une décision vient d'ailleurs, il faut l'exéquaturer. L'exéquaturer consiste à faire revêtir à la décision son caractère exécutoire sur le territoire national. Moi, je ne peux pas, de facto, même si je le sais, de mon propre mouvement, exécuter cette décision. Il faut la notifier à ceux qui sont partis, c'est-à-dire qui représentent officiellement et constitutionnellement l'État à l'étranger. Et ces derniers nous informent de ce qu'il faut exécuter cette décision. C'est comme ça que ça se fait dans un État de droit et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Il y a une sagesse africaine même qui dit, même si tu sais que quelque chose t'appartient, attends qu'on te donne. Je sais que cette décision existe, mais juridiquement parlant, je ne peux pas l'exécuter parce qu'il y a des mesures à prendre et je vais vous dire pourquoi. L'article 12 dit quoi? Les décisions du tribunal en matière de la liste électorale ne sont pas susceptibles de voie de recours. Et quand on a radié le président Gbagbo de la liste électorale, ses avocats ont saisi la commission électorale indépendante en 2020 et lui ont demandé de l'inscrire sur la liste électorale. On leur a répondu, nous ne pouvons pas l'inscrire parce qu'il y a une décision de justice qui est devenue définitive qui fait qu'il ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. Ils ont saisi à cet effet le tribunal du plateau. Le tribunal du plateau a confirmé la décision. Ce faisant, la décision n'est pas susceptible de voie de recours, puisque c'est l'article 12 qui le dit. Et l'article 12 du Code électoral, qui n'est rien d'autre que l'expression de la volonté du peuple des députés de Côte d'Ivoire. Alors, fort de cela, une décision régionale d'une cour africaine prend le contre-pied de cette décision. Mais il faut d'abord modifier cette disposition qui dit que les décisions du tribunal ne sont pas susceptibles de voie de recours. Parce que cette décision-là va à l'encontre d'une décision qui dit qu'elle n'est pas susceptible de voie de recours. Donc ce sont des mesures nationales à prendre d'abord. Et ces mesures nationales peuvent être d'ordre administratif, d'ordre constitutionnel, d'ordre juridictionnel ou même politique.
Voilà. C'est-à-dire que peuvent amener une modification de la loi, une révision constitutionnelle, ou l'annulation d'un acte administratif, ou même la reprise d'un procès. Ce sont ces mesures nationales-là qu'on prend d'abord pour que la Commission puisse exécuter la décision. Mais tant que cette décision n'a pas été notifiée à la Commission, pour que celle-ci puisse s'exécuter, mais je ne peux pas, je ne coûte pas aux portes. Très bien. C'est de ça qu'il est question. Alors je voudrais terminer sur ce point. Terminé. On me dit que c'est 2 poids 2 mesures. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il y a des cas, surtout concernant les personnes qui se trouvaient dans la même situation que le président Gbagbo. Mais c'est la loi de 2018, la loi d'amnistie de 2018, qui a dit ceci, que toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation que le président Gbagbo pouvaient bénéficier de cette loi d'amnistie à condition qu'ils ne soient pas parmi les 3 cas. Les personnalités en procès devant une instance judiciaire internationale. 2e cas, les militaires. Et 3e cas, les groupements armés. Voilà les 3 cas qui étaient exclus du bénéfice de la loi d'amnistie de 2018. Ce faisant, le président Gbagbo n'était pas présent, il était en instance judiciaire. Voilà pourquoi le président Gbagbo n'a pas bénéficié de cela. Le ministre Blé Goudé également était en instance judiciaire. Voilà pourquoi ils n'ont pas bénéficié de cela. Mais tous ceux qui n'étaient pas dans les 3 cas ont tous bénéficié de la loi d'amnistie. Voilà pourquoi M. Katina se retrouve sur la liste électorale. Voilà pourquoi M. Akengbo se retrouve sur la liste électorale. Parce que, ayant bénéficié de la loi d'amnistie. Alors quand on parle de 2 poids 2 mesures, je voudrais préciser ceci. On parle du cas de Afoussi Bamba et de M. Soul to Soul. Mais qu'est-ce que vous en savez? Expliquez-nous donc. Mais vous n'en savez rien. Mais moi, je vais vous dire, moi, je m'en tiens à la décision que le ministère de la Justice me donne, disant que ces personnes, voilà les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Mais si Mme Afoussi Bamba et M. Soul to Soul ne se trouvent pas sur cette liste, pourquoi vous voulez que je m'acharne sur eux? Pour que demain, vous me le reprochiez? Pourquoi? Mais en réalité, ce sont des gens qui ont exercé des voies de recours. Voilà pourquoi ils ne sont pas sur la liste des personnes déchues de leurs droits civils. Parce que seule une décision définitive entraîne la déchéance des droits civils et politiques. Mais quand on exerce les voies de recours, la décision n'est pas encore définitive. Et c'est pour cette raison que nous avons des bureaux de vote à la MACA. C'est pour cette raison qu'on a des bureaux de vote à la MACA. Ce n'est pas parce qu'on est condamné, on est à la prison, qu'on n'a pas le droit de voter. Ceux qui ne peuvent pas voter, c'est ceux qui sont frappés d'une décision qui est devenue définitive. Et je l'ai déjà dit, c'est quoi une décision définitive? Mais moi, je vous dis encore que je m'en tiens à la liste que le ministère de la Justice me donne. Et si Mme Afoussi Bamba ne se trouve pas sur cette liste, si M. Soul to Soul ne se trouve pas sur cette liste, mais pourquoi voulez-vous dire que j'aille les radier? Et vous allez me le reprocher après? Très bien. Geoffroy Kwarou, vous n'avez pas encore réagi depuis tout à l'heure, allez-y. Oui, non. Sur le plan juridique, je suis totalement en phase avec Monsieur le Président. Il a totalement raison. Seulement, et là, je suis heureux de l'entendre aujourd'hui sur ce plateau, parce que antérieurement, il avait donné l'impression qu'il lui revenait, à lui, président de la Commission électorale, de commenter les décisions de justice, le contenu de la décision, alors que lui, il ne fait que prendre... il ne fait qu'appliquer les textes de l'effet de la décision de justice. Évidemment, il appartient maintenant aux uns et aux autres de saisir les juridictions compétentes à la matière. Mais en fait, Monsieur le Président, petite remarque, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, vous expliquez bien la procédure. Le juriste que je suis ne peut pas vous porter la contradiction parce que ce que vous dites est juste. Seulement, comme je l'ai dit, vous avez un certain dynamisme à expliquer les choses, à dire les choses, et qui souvent amène à la confusion. Vous voyez, par exemple? Oui, vous savez, par exemple, lorsque vous avez reçu les partis politiques et que les responsables du PPACI ont posé le cas de M. Laurent Gbagbo, votre commentaire est allé un peu dans le fond de l'affaire. Lequel commentaire? Le commentaire sur le cas de M. Laurent Gbagbo. Comment? Est-ce que vous pouvez paraphraser ce qu'il a dit entre-temps? C'est-à-dire qu'il s'est permis de commenter la décision de justice, expliquer pourquoi, judiciairement, M. Laurent Gbagbo, alors qu'il n'a pas le fait. Mais jamais de la vie, monsieur, je vous interromps. Je vous ai suivi. Ce qu'il devait faire, c'est ce qu'il fait ce soir. C'est-à-dire, il dit simplement que, moi, je m'adresse au ministre de la Justice. Moi, ce que je veux, pour qu'on soit très clair et précis, il semble ne pas reconnaître qu'il ait commenté dans le fond la décision de justice. Est-ce que vous avez des éléments? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il avait dit, par exemple, qui fonde votre développement? Tout à l'heure de ce que je disais, de ce que Esso disait, c'est-à-dire qu'il y a une petite confusion
qui fait croire qu'il y a un bras de fer entre le président et les partis politiques. Et il a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de bras de fer. C'est cela. Évidemment, c'est une remarque que nous faisons, c'est un constat que nous faisons. Et il doit prendre ça en compte. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, lui, il organise, il n'est même pas l'arbitre, c'est pas lui l'arbitre du jeu électoral. L'arbitre du jeu électoral, justement. D'accord, donc lui, il doit faciliter les choses. Vous voyez, et expliquer aux partis politiques. Vous savez, Monsieur le Président, la question de M. Laurent Gbagbo n'est pas d'ordre juridique, encore moins judiciaire. C'est une question purement politique qui ne peut se régler que par rapport au rapport de force politique qui va s'établir d'ici 2025. Si M. Laurent Gbagbo, le rapport de force est en sa faveur, il sera sur la liste électorale. On l'a vu. M. Alassane Ouattara, il était exclu du jeu électoral. Mais en 2005, il a été intégré. Vous comprenez bien, par l'usage de l'article 48, l'article nucléaire de la Constitution. Mais pourquoi? Parce que M. Laurent Gbagbo était en position de force, son pouvoir était en position de faiblesse sur le plan politique. Le rapport de force était en faveur de M. Alassane Ouattara. Donc moi je pense que vous devez diluer un peu votre dynamisme à expliquer ce problème, voire même à l'éluder, à l'éviter et vous consacrer sur vos compétences liées qui sont d'ordre purement administratif. Très bien, très bien. Jean-Yves? Oui, une question rapide. Allez-y. C'est peut-être dans mon esprit que c'est compliqué à comprendre, mais la liste électorale provisoire de 2023 est bien basée, alors il vous sera loisible de me contredire même pendant que je parle sous votre contrôle, elle est bien basée sur la liste électorale définitive de 2020 avec les listes des ministères de l'Intérieur et du ministère de la Justice chaque année, 2021-2022. C'est ça. Voilà. Donc, il y a un truc que je ne comprends pas. Allez-y. C'est-à-dire, comment en 2023, dans la liste électorale provisoire, on arrive à avoir des défunts, comme par exemple le patriarche célèbre Bernard Dadier, qui est mort en 2019, et puis Aboulaye Diallo, enfin le patriarche. Comment on peut avoir des cas comme ça dans la liste électorale avec la liste du ministère de la Justice, la liste du ministère de l'Intérieur, et en plus, vos 5 filtres. Parce que vous avez 5 filtres pour faire enregistrer les gens. Je ne comprends pas ça. Alors, ce serait bien que vous puissiez informer les uns et les autres dessus. D'accord, on laisse le président réagir là-dessus. Après, ce sera une courte pause et vous aurez la parole, André Couillon. Monsieur le Président. Alors, je voudrais dire que à aucun moment, magistrat que je suis, je ne peux commenter une décision de justice. Je l'ai dit sur ce plateau ici. En octobre 2020, oui. Oui. Quand on me pose la question de savoir mais pourquoi on a radié le président Gbagbo, j'explique que c'est parce que la décision est devenue définitive que nous, on a tiré conséquence de cette décision en le radiant, parce que l'article 4 dit ne sont pas électeurs les personnes qui sont frappées d'incapacité ou d'indignité, notamment les personnes condamnées pour crime, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement des deniers publics. Alors, le président Gbagbo se trouvait dans ce cas. Et c'est pour cette raison que nous avons radié. Et la décision était devenue définitive parce qu'aucune voie de recours n'a été exercée. Et celle-ci étant expirée, la décision devient définitive. Voilà où je suis intervenu. Mais je n'ai jamais statué sur le bien fondé de cette décision. Était-il coupable ou non? Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais, monsieur. Et quand les partis politiques sont venus me voir, je ne leur ai jamais dit, contrairement à ce que l'un de vos collègues a prétendument dit la fois passée à une de vos émissions, mais je n'ai jamais dit à un parti politique que vous pouvez aller inscrire le président Gbagbo sur la liste électorale. Ouais, je me souviens que dimanche dernier, André Silver-Conan estimait qu'au cours d'une rencontre avec les partis politiques, vous avez laissé entendre que le Parti des peuples africains devrait faire inscrire le président Laurent Gbagbo sur les listings. Bon, il lui avait été demandé plus d'éléments, mais c'est bien que vous reveniez là-dessus. Alors, parce qu'en réalité, c'est pour cette raison que je vous dis que c'est une adversité de façade. Parce que les partis politiques, la commission électorale indépendante est à la disposition des partis politiques. À tout moment, quand ils sollicitent la commission électorale, on les reçoit. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que le PPACI a décidé de rencontrer la CEI. Nous les avons reçus avec le bureau en entier. Et ce jour-là, ils ont dit ceci. Nous voulons prendre notre part au processus électoral. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, je leur ai donné tous les tests qui encadraient la révision de la liste électorale. Et deuxièmement,
Ils m'ont posé la question de savoir comment on fait pour s'inscrire sur la liste électorale. J'ai invoqué l'article 3 qui dit que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut jouir de ses droits civils et politiques, être ivoirien, être âgé de 18 ans et ne pas être frappé d'incapacité. Mais moi, je le disais de façon générale et impersonnelle. Bien sûr. Maintenant, s'ils ont cru que c'est parce que je les incitais à remettre le président Gbagbo, ce n'était pas mon intention. Mais j'ai répondu de façon générale et impersonnelle. Et c'est mon rôle de le faire. Maintenant, les commentaires qui suivent, mais ces commentaires sont attribués aux personnes qui les font. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, monsieur Esso parle des irrégularités. Je vais vous dire, monsieur Esso, on va aller pas à pas. Monsieur le Président, est-ce que vous permettez qu'on marque une courte pause et tout juste après, on va parler de ces irrégularités, oui, bien sûr, des personnes décédées qui se retrouvent être sur la liste. Il a parlé des plus illustres, Bernard Belindadier. Des centenaires. Des centenaires, effectivement, également. Des personnes, en tout cas, qui ne devraient pas être sur cette liste, ce sera juste après cette courte pause. Le port d'Abidjan est le poumon de l'économie ivoirienne. Depuis 2012, il est en travaux pour agrandir le canal de Vridi, moderniser le terminal à pêche, construire un terminal roulier, un second terminal à conteneurs, un terminal céréalier et réaliser 40 hectares supplémentaires de terrains industriels. Conforme aux standards internationaux, il est certifié aux normes qualité ISO 9001, environnemental ISO 14001 et de sûreté SPS. Le port d'Abidjan est le leader de l'Afrique de l'Ouest. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Depuis 1962, la SODEMI, Société pour le développement minier de Côte d'Ivoire, a développé une solide expertise en matière de recherche et ingénierie minière. Ses missions, exécuter les programmes de recherche géologique et minérale, participer à la mise en valeur des découvertes et à l'exploitation des gisements. Pour plus d'infos, www.sodemi.ci. Email, info@sodemi.ci. Téléphone, 27 22 22 01 00. 27 22 22 01 24. Sodemi, 60 ans d'engagement au service du développement minier de la Côte d'Ivoire. Elle me plaît. Qui ça? Elle. Pas de compte bancaire. Service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sécurisé par bande magnétique, puce électronique et code secret. Alerte SMS à chaque transaction. Validité de 3 ans. Et en plus, elle me sert. Création en temps réel. Transfert gratuit de carte à carte. Acheter et vendre sur Internet dans les commerces. Jusqu'à 25% chez les partenaires. La carte Visa prépayée Abidjan.net pour te plaire et te servir. Rejoins la communauté. Sous l'égide du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la Société ivoirienne de télédiffusion rappelle à la population d'exiger des kits TNT Côte d'Ivoire aux normes MP4, AVC, H264 et DVB-T2. Attention, achetez le vrai kit TNT Côte d'Ivoire. La TNT, c'est maintenant. Satisfaction guaranteed, baby. You are shouting, girl, not a... Est-ce le micro? Quand la famille Canal+ fait son festival, c'est un festival de cadeaux pour vous. Le décodeur est à seulement 3 000 francs à partir de la formule Access et l'installation est offerte. Une programmation sensationnelle avec le meilleur du sport, des séries et du divertissement pour toute la famille. Et tentez de gagner 30 nouveaux décodeurs connectés et 30 abonnements à tout Canal+. d'Abidjan, une référence internationale. La SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 ce soir. Depuis le début de cette émission, nous évoquons le contentieux électoral avec en plateau le président de la commission électorale indépendante, M. Koulibaly, Ibrahim Kibiar Koulibaly. Monsieur le Président, plusieurs partis politiques, on a beaucoup parlé des irrégularités, et notamment la chef de cabinet du président Laurent Gbagbo a animé une conférence de presse dans laquelle elle revient sur plusieurs irrégularités dont on a un tout petit peu parlé. Je vous propose de voir ce sujet, on en parle juste après. Le PPACI, Parti des peuples africains, monte à nouveau au créneau. La tribune, une conférence de presse de la présidente de son organe de lutte contre la fraude. Au cœur de la rencontre, la liste électorale provisoire. À 48 heures de l'ouverture du contentieux, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo dit avoir décelé de nombreuses irrégularités.
En première ligne, les doublons avec plus de 6000 cas dénombrés et la présence de plus de 4000 centenaires, ainsi que des prisonniers et des mineurs âgés de 3 à 14 ans. Nous avons ainsi sur notre liste électorale des électeurs qui ont entre 3 ans et 170 ans. Et cela ne choque pas la CEI. Si M. Guillaume Soro a été radié de la liste électorale, Maître Afoussi Bamba et Soul Toussou, qui avait également été condamné dans la même affaire criminelle, figurent eux toujours sur la liste électorale. Il en est de même dans une toute autre affaire criminelle concernant le général Doboblé et le colonel Jean Abi, qui n'ont pas perdu leur qualité d'électeurs et se trouvent sur la liste électorale. Pour la seule commune de Dabi, c'est plus de 800 suspicions de fraude qui nous ont été dénoncées. Il nous a été remis des documents dans lesquels des mêmes individus présentent des parents différents, suivant qu'il s'agisse de leur acte de naissance ou de leur carte d'électeur. Les noms et prénoms des parents changent, ou parfois c'est la date et le lieu de naissance qui sont différents, alors que cela concerne la même personne. Les informations figurant sur les actes de naissance de ces personnes, notamment les lieux de naissance des parents qui sont souvent nés à l'étranger, si l'on en croit les actes de naissance, les informations contenues dans les actes de naissance, sont différentes des informations qui sont indiquées lors de leurs inscriptions sur la carte électorale. Autre point, la transhumance. La commission électorale indépendante n'a pu empêcher ce phénomène qui fausse le jeu électoral, avec de milliers de cas d'électeurs épinglés dans des communes où ils ne résident pas, dans le plateau. Face à ces points, que la présidente de SEF juge graves et qui discrédite, selon elle, Maître Abiba Touré fait savoir que son parti va introduire les recours qui s'imposent pour purger la liste électorale de tout n'en ayant droit, et ainsi assainir le jeu électoral pour des scrutins aux résultats acceptés de tous. Monsieur le Président, une question pertinente que posait Jean-Yves Sissesso. Oui, et comment se fait-il je peux rajouter juste deux choses. Le général Doboblé et le général, je crois, Kaseka Anselme, ils ne font pas partie de l'amnistie, de la loi d'amnistie de 2018, dont le Président parlait tout à l'heure, puisqu'ils sont militaires. Je crois avoir compris ce que le Président avait dit tout à l'heure. Donc normalement, ils ne devaient pas être sur la liste électorale. Comment? Ils ne sont pas amnistiés, ils ne bénéficient pas de la loi d'amnistie de 2018. Oui, mais s'ils exercent des voies de recours? Mais ils sont en prison. Oui. Ils sont condamnés. Oui. Ils ne sont pas amnistiés, puisqu'en 2018, on a enlevé 3 cas dont vous avez parlé. Oui. Donc normalement, ils ne font pas partie de l'amnistie. Oui. Donc vous dites que s'ils sont sur les listes électorales, c'est qu'ils ont... Ils essaient de voie de recours. Parce que ceux qui bénéficient, ceux qui sont déchus de leurs droits civils et politiques, c'est ceux dont la décision est devenue définitive. Ils peuvent être en prison. C'est pour ça que je vous ai dit... Ceux-là, voilà. Tout à fait. Et puis, je vous ai déjà dit que si la liste électorale, si le ministère de la Justice nous donne une liste sur laquelle n'est pas M. Doboblé, mais pourquoi voulez-vous que moi je radie M. Doboblé? Non, il faut qu'on comprenne. Mais c'est ce que j'explique depuis. Alors, je voudrais résumer les griefs qui sont faits à la commission électorale en 4 ou 5 points. Allez-y. Le premier, l'existence des centenaires et des mineurs sur la liste. 6 000 centenaires, c'est quand même énorme. Hein? Oui, c'est ça. L'existence de personnes condamnées et décédées, pourtant sur la liste électorale. L'existence des doublons, on parle de 6 000 doublons. Et l'inscription massive suspecte, qui aurait eu lieu, comme on appelle ça, au plateau. C'est ce qui a été dit. C'est cela. Et puis, des personnes ayant des filiations incomplètes. Voilà autant de questions qui sont reprochées à la commission électorale. Alors, pour la clarté du débat, je souhaiterais qu'on parte point par point, si vous le permettez. Oui, bien sûr, allez-y. Le premier point est celui relatif à l'exercice des centenaires et des mineurs sur la liste électorale. Voyez-vous, M. Kuyot le disait tout à l'heure, à des moments donnés, on est un peu excédé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nouveau. Vous avez dit, mais ce n'est pas nouveau, mais pourquoi ça est sur la liste électorale? Je vais vous expliquer pourquoi. On a l'impression que c'est maintenant que la Côte d'Ivoire découvre la matière électorale. Et il y a des élections en Côte d'Ivoire depuis 1960. Que s'est-il passé? Lorsqu'il y a eu les accords de Ouagadougou en 2007, il a été convenu que les citoyens ne disposant pas d'une carte nationale d'identité puissent s'inscrire sur la liste électorale en 2008-2009 avec un simple extrait d'acte de naissance ou un jugement suppléant, qu'on appelle le jugement supplétif. Évidemment. Quand ces personnes sont venues se faire enrôler, elles ont demandé à être inscrites sur la liste électorale.
Le système qui est mis actuellement en place n'existait pas à cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils font? On inscrit, on saisit, et le document qui a servi à la saisie est restitué au requérant. Et au moment du traitement, qui est la deuxième phase de la procédure de révision, on constate qu'il y a des erreurs qui ont été commises dans les saisies. Compte rendu est fait à tous les partis politiques d'alors. Et les partis politiques, écoutez bien, décident de laisser les personnes, quand je dis les erreurs qui ont été commises dans les saisies, il s'agissait des personnes qui étaient nées en 1900, qui étaient nées en 1871, qui étaient même des mineurs, etc. Alors, compte rendu a été fait aux partis politiques et ensemble, et des conseils, les partis politiques ont décidé de laisser ces personnes sur la liste électorale, mais en prenant l'engagement d'exhorter la population à venir consulter la liste qui sera affichée, afin qu'à l'occasion du contentieux, ces rectifications soient faites. C'était plus de 6 000. Et c'est au fur et à mesure que nous sommes en train d'expurger ces personnes-là de la liste électorale. Matériellement, c'est écrit 1800 ou 1900, mais ce sont des gens qui sont nés en 1990. Ce sont des gens qui sont nés en 1971. Matériellement, on les voit. Mais la commission ne peut pas rectifier parce que le document qui a servi à l'enrôlement a été restitué au comme on appelle au requérant. Donc, la seule chose qui reste, c'est l'intervention de l'intéressé lui-même à l'occasion de l'affichage des listes électorales. Vous comprenez le dévouement de la commission électorale quant à exhorter la population à venir consulter la liste électorale. Parce que ces erreurs-là existent depuis longtemps, c'est depuis 2008 et 2009. Ce n'est pas maintenant. Et les partis politiques le savent très bien. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont décidé de laisser ces personnes sur la liste en espérant que les uns et les autres viendraient, à l'occasion de l'affichage de la liste électorale, faire remarquer ces irrégularités pour qu'au contentieux, on puisse les corriger. Certains sont venus, je vous dis que c'était plus de 6 000, mais d'autres ne sont pas venus. Et c'est ceux qui ne sont pas venus qui sont toujours sur la liste électorale. Alors, quelqu'un m'a dit, mais Monsieur le Président, pourquoi on ne les sort pas? Mais le motif de radier quelqu'un sur la liste, ce ne sont pas les mentions erronées. Parce que la loi interdit qu'un mineur soit sur la liste, mais la loi n'interdit pas qu'un centenaire soit sur la liste. Si vous vivez, si vous avez 300 ans, on ne vous interdit pas de voter. Donc pour nous, à l'heure actuelle, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté due aux accords politiques. Parce qu'en ce moment-là, le document qui servirait à la commission électorale de rectifier ces erreurs ont été repris. Ces documents ont été restitués aux requérants. Mais comment nous on fait? Voilà pourquoi la seule personne qui peut rectifier ces erreurs-là, c'est l'intéressé lui-même. Bon, même si on comprend pour le centenaire qui vit, mais et le mineur? Mais c'est la même chose. En réalité, vous pensez bien que ce n'est pas un mineur qui est venu à notre bureau pour se faire enrôler. À 3 ans, comment il fait? Mais ce sont des gens qui sont des majeurs. Mais dans la saisie, il y a eu une erreur en 2008. Et je dis que ces erreurs-là ont été présentées aux partis politiques. Parce que c'était des erreurs manifestes, on voit leurs photos. Ce ne sont pas des mineurs. C'est ça. Mais sauf que les partis politiques ont dit, pour ne pas en rajouter à la tension en ce moment, il fallait les laisser sur la liste électorale et exhorter la population à venir consulter ces irrégularités dans l'affichage. Et à l'occasion du contentieux, venir pour qu'on rectifie ces erreurs-là. J'ai dit, certains l'ont fait, mais d'autres ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi il y a toujours ces personnes qui sont sur la liste électorale. Ce n'est pas le fait de la commission électorale indépendante. Quand on le dit, excusez-moi. Je reviens à vous tout à l'heure. Quand on le dit, on a l'impression que c'est volontaire, mais ce n'est pas la commission électorale indépendante. Ces personnes-là se trouvent sur la liste électorale. Vous comprenez? Tout à fait. Voilà, ce sont des majeurs. Ce sont des gens qui méritent d'être sur la liste électorale. C'est une erreur de saisie. Et les partis politiques eux-mêmes ont souhaité que ces personnes restent sur la liste électorale, mais en espérant qu'elles viendraient à l'occasion de l'affichage et à l'occasion du contentieux demander la rectification de leur date de naissance. Mais si elles ne le font pas, qu'est-ce que nous, on peut faire? On ne peut pas les radier parce que tout simplement, ce n'est pas un motif de radiation. Tout à fait. Voilà mais pourquoi c'est... Qu'en est-il alors des patriarches mais ce sont ceux-là des deux patriarches? Non, je viens, ça, ce sont les personnes décédées. Très bien, je vous ai dit, on va... Pas à pas, allez-y, allez-y. Alors, donc, vous avez compris maintenant pourquoi les mineurs et les centenaires se trouvent sur la liste électorale? C'est du fait des partis politiques, ce n'est pas du fait de la commission électorale indépendante. Donc, Monsieur le Président, oui. Oui, allez-y. Donc, vous faites ce soir-là un aveu. Quel aveu? Devant la nation. Que la liste électorale n'est pas crédible. Puisque vous venez de dire tout à l'heure qu'on a des irrégularités
mais qui sont acceptés par les partis politiques eux-mêmes depuis 2008. Ce ne sont pas des irrégularités au sens d'affecter la sincérité du scrutin. Merci. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui méritent d'être sur la liste. Je vous dis, quelqu'un qui a 1800 ans, s'il est sur la liste, il est vivant. En quoi ça contrarie le principe du vote? En quoi ça contrarie? Mais vous dites d'abord que c'est une irrégularité. Attendez, on ne s'est pas bien compris. Vous avez dit qu'en 2009, 2008, il y a eu, vous avez constaté, la CEI a constaté des irrégularités sur la liste électorale. Vous avez signalé ces irrégularités aux partis politiques qui ont dit de laisser et que ces personnes concernées vont venir d'elles-mêmes pour le contentieux. Elles ne sont pas venues et ces personnes-là sont toujours sur la liste. Donc l'irrégularité demeure. Oui, et alors? Mais donc la liste électorale n'est plus crédible. Mais non, la crédibilité, ce n'est pas la mention erronée. Vous aussi. Mais c'est qui est erroné? Non, vous n'allez pas parler ensemble. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Vous avez l'impression que la Commission électorale indépendante est un centre d'état civil. Mais non. C'est une liste électorale qui a pour objectif de participer à un vote. Est-ce que quelqu'un qui a 100 ans ne participe pas à un vote s'il est vivant? C'est de ça il est question, monsieur. Je vous dis que ça n'affecte pas la sincérité du scrutin. Tout à fait. La seule chose... Et celui qui a 3 ans? Mais celui qui a 3 ans, s'il vient, on va rectifier quand on le regarde. Pas... Et s'il ne vient pas? Mais s'il ne vient pas, il est sur la liste électorale. Ça n'affecte pas la sincérité du scrutin. Merci. Non, c'est une erreur. Dites-moi, monsieur. Mais la liste doit être fiable. Non, mais la fiabilité, dites-moi. La fiabilité qui est requise sur une liste électorale, c'est le contraire qui affecte le vote, qui force les règles du jeu. Celui qui a 3 ans dont vous parlez, il n'a pas 3 ans. C'est une erreur matérielle, il n'a pas 3 ans. Parce que dites-moi, comment vous, sérieusement, vous pouvez penser que quelqu'un qui a 3 ans vienne se faire enrôler? Comment il fait? Comment il fait? Vous avez tout à l'heure dit qu'en droit, ce sont les preuves. Les preuves sont matérielles. Sur votre liste, on voit que l'acte de naissance qu'il a produit ne mentionne pas 3 ans, mais il y a eu une erreur matérielle. Est-ce que vous pouvez prendre sur vous, est-ce que vous pouvez prendre sur vous, corriger ces erreurs, de retirer voilà, ces personnes? Alors je vous dis non. Pourquoi? Parce que si je sais que le monsieur là, il n'a pas 3 ans, mais je ne sais pas quel âge il a, parce que le document sur la base duquel je devais le régulariser, il est parti avec. Donc nous attendons que ce monsieur vienne consulter et vienne au contentieux. Et ce n'est pas maintenant, ce n'est pas le fait de la commission électorale maintenant, c'est depuis 2008. Mais est-ce que la commission peut le retirer? Non. Parce qu'il n'est pas venu? Mais non, parce que le motif de la radiation, ce n'est pas la mention erronée. D'accord, très bien. Parce que c'est une mention erronée. Oui, c'est une mention erronée. Alors la seule... Qu'est-ce que dit l'article qui parle de la radiation? L'article dit, sont radiés de la liste électorale toute personne décédée, toute personne ayant perdu la qualité d'électeur, toute personne indûment inscrite sur la liste électorale ou toute personne à qui les autorités compétentes ont retiré le droit de vote. Est-ce qu'il est mis dedans que les personnes qui n'ont pas, qui connaissent les mentions erronées ne peuvent pas être sur la liste électorale? Très bien. Donc c'est pour cette raison, vous comprenez maintenant pourquoi nous faisons de la communication, de la sensibilisation, inviter la population à venir sur la liste électorale. Donc, Monsieur le Président, pour nous résumer, sur la liste électorale, vous le confirmez ce soir, il y a des données, des informations erronées. Bon, moi je ne sais pas qu'est-ce que vous recherchez, mais moi je vous dis... Je veux comprendre. Dites-moi. Vous savez, l'élection est aujourd'hui un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle a tué près de 3500 Ivoiriens depuis 1995. Plus que le Covid qui a fait seulement que 900 morts. Donc c'est un problème de santé publique. Voilà, et vous voyez déjà comment la société est fracturée avec cette question. Donc c'est une question épineuse. Il faut éviter les moindres erreurs. Mais dites-moi. Parce que j'ai l'impression que vous minimisez ces irrégularités, vous les traitez de mineurs, alors qu'il y va de la vie d'une nation. D'accord. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, allez-y. Je n'ai jamais dit que je ne minimise pas ces irrégularités. Mais dites-moi, comment on les corrige? C'est vous peut-être le président de la commission. Je ne suis pas président. Je suis en train de vous dire. Alors, si vous m'écoutez, parce que je suis le président de la commission électorale indépendante, mais je vous dis que ces irrégularités n'affectent pas la sincérité du vote. Voilà pourquoi nous les gardons. Parce que quelqu'un qui a 1800 ans, c'est une erreur matérielle. Quand on regarde sa photo, ce n'est que la date de naissance où il y a une erreur. Et je vous dis, pourquoi on demande aux citoyens de venir consulter la liste électorale? Mais parce que tout simplement, nous n'avons pas le document. Regardez aujourd'hui. Quand vous venez vous inscrire sur la liste électorale, on scanne le document sur la base duquel vous venez vous inscrire sur la liste électorale.
Est-ce que vous suivez? De sorte que quand on constate des irrégularités ultérieurement, on se réfère à ces documents. Mais en 2008-2009, les personnes sont reparties avec les documents. Au point où la liste électorale, aujourd'hui, quand on constate ces irrégularités, la seule personne qui peut rectifier, ce sont les intéressés eux-mêmes. Mais je vous dis encore, le tout n'est pas de chercher des irrégularités. Le tout, c'est de chercher à comprendre si ces irrégularités affectent. Regardez ce que le législateur dit. Le législateur dit, on annule une élection quand elle est susceptible d'entacher la sincérité du scrutin. Ça veut dire quoi? Que le législateur lui-même, il reconnaît que toutes les irrégularités n'emportent pas annulation. C'est cela. Et aujourd'hui, dans le standard international, l'exactitude d'une liste électorale s'apprécie à partir de 97%. Il y a 3% d'erreurs qui sont admises. Et ce que vous êtes en train d'énoncer ne te fait même pas 1%. Nous sommes 8 millions sur la liste électorale. C'est à peine 6 000. Je ne dis pas que c'est bon de les avoir. Voilà pourquoi nous passons sur tous les plateaux et nous invitons la population à venir consulter la liste électorale, à l'effet pour celle-ci de retirer les irrégularités. Je n'ai pas fini au niveau des erreurs. Mais c'est pour ça qu'il faut accéder à la requête des partis politiques de prolonger cette période. Alors, c'est pour ça que je sais que vous allez y accéder. Non, c'est pour ça que je vous dis, M. Esso, que c'est depuis 2008. S'ils étaient si sérieux que ça dans leurs revendications, je parle de la revendication, mais il y a bien longtemps que ça allait se faire. Oui, Monsieur le Président, c'est ce que je vous reproche. D'accord, mais je continue. On ne va pas avancer politique de ne pas être sérieux. Alors que ce n'est pas votre rôle de le dire. Monsieur, j'ai l'impression que vous nous prenez au mot. Je veux dire, vous jouez un rôle capital. Non, s'il vous plaît. Vous jouez un rôle capital en Côte d'Ivoire. Oui, mais je joue un rôle capital. Le rassembleur. Il devait avoir le narratif. D'accord, très bien. Alors, s'il vous plaît. Oui, je continue. Vous avez terminé? Allez-y, Président. Vous voyez, je ne sais pas, M. Kouao, qu'est-ce qu'il recherche, mais on ne semble pas être, on ne s'abreuve pas à la même sauce. Moi, je ne cherche pas les polémiques. Quand je viens sur un plateau, c'est pour dire ce que nous faisons et apaiser. Vous comprenez? Quand je dis que les revendications ne sont pas sérieuses, je me dis que ça fait 5 fois que nous faisons la révision de la liste électorale. Depuis 2008, les partis politiques savent bien qu'il y a des personnes qui sont sur cette liste électorale qui ont des mentions erronées. Alors, je souhaite qu'à toutes les révisions, s'ils avaient pris le temps de revendiquer cela, il y a bien longtemps que ces irrégularités auraient pu être corrigées. C'est ce que je voulais dire. Mais je n'ai pas dit que les partis politiques ne sont pas sérieux. Vous voyez, vous êtes toujours en train, vous dites que comment on appelle, les élections constituent un mal public, une question de santé publique. Mais en réalité, c'est votre commentaire qui est plus nocif que cette maladie-là. Parce que le commentaire que vous faites, c'est ça qui est plus dangereux. C'est la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. 3500 morts. Mais nous avons... On va laisser le président terminer. 3500 morts. Geoffroy Kouao, je vous redonne la parole quand il termine. Geoffroy Kouao, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas dit que c'est de la... Vous dites que c'est ce que vous dites. D'accord, très bien. Alors, on va poursuivre avec... Parce que le temps est en train de courir à son terme. Alors, on va poursuivre avec les... Alors, tout à l'heure, on a dit, il y a des personnes condamnées qui sont sur la liste électorale. Et pourtant, il y a des personnes, comme le président Gbagbo, qui étaient condamnées, qui ne sont pas sur la liste électorale. Mais j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi ces personnes se trouvent sur la liste électorale. J'ai dit que si ces personnes ont exercé des voies de recours, la décision de condamnation, qui n'est pas devenue définitive, fait qu'ils peuvent rester sur la liste électorale. Ensuite, on nous parle de personnes décédées qui sont sur la liste électorale. Ce dont parlait M. Esso, le doyen, les choses. Alors, je vous ai déjà dit, lorsque la commission électorale organise la révision de la liste électorale, elle écrit au ministère de l'Intérieur pour que celui-ci mette à sa disposition toutes les personnes qui sont décédées. Mais si M. Bernard Bédadier ne se trouve pas dans la liste du ministère de l'Intérieur, vous avez l'impression que la commission électorale est un état civil où on vient déclarer les décès? Mais non! La commission électorale s'occupe des effets attachés au décès. Ce n'est pas l'acte de décès qui est dressé devant la commission électorale indépendante. Mais si M. Bernard Bédadier ne se trouve pas sur la liste remise par le ministère de l'Intérieur, pourquoi voulez-vous que je radie le pauvre doyen? Mais parce que, pour moi, ce n'est pas la rumeur qui radie les gens de la liste électorale.
Ce sont les actes officiels d'état civil qui radient les gens de la liste électorale. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? S'il est de notoriété publique, une illustre personnalité comme Bernard Dadier est décédé, vous le savez, vous l'avez vu aux infos, dans les news et tout le reste, vous n'avez pas le pouvoir de le retirer des listes électorales. Non, pas du tout. Il dit que ce sont des rumeurs. Mais vous pouvez interpeller le ministère de l'Intérieur pour dire, monsieur le ministère de l'Intérieur, nous voyons qu'ici il y a un cas flagrant d'irrégularité. Est-ce que vous pouvez revoir votre... Qui c'est qui vous dit qu'on n'a pas fait? Qui vous dit? Mais c'est pour cette raison qu'on écrit. Est-ce qu'il y a meilleure façon d'interpeller un ministère pour lui dire, donnez-nous la liste des personnes qui sont décédées? Ou bien vous voulez que nominativement, on adresse un courrier pour dire, il y a telle personne qui est décédée, allez compulser, comme on appelle la page nécrologique des journaux, pour dire, voilà, il y a telle personne, il faut nous mettre ces personnes-là sur la liste? D'accord, très bien, on poursuit. Alors, donc, voilà pourquoi ces personnes se retrouvent être sur la liste. Et je dis encore, c'est le parallélisme des formes. Est-ce que c'est la rumeur qui a inscrit la personne sur la liste électorale? La personne est venue avec un document pour justifier sa présence sur la liste électorale. Alors pour l'enradier, il faut que ce soit un document officiel. Sinon, c'est les mêmes qui vont encore, comme M. Kwao, dire que la commission électorale indépendante est en train de radier des personnes sur la liste électorale sans document. Ben voilà. Très bien. Alors, il y a le cas des doublons. Vous voyez, avant 2010, la liste électorale était alphanumérique. C'est-à-dire, quand vous prenez le code électoral, ce qu'on exigeait du requérant, c'était son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, son genre, sa profession, son domicile, sa filiation. C'était seulement ça qu'on demandait. C'est ce qu'on appelle la base de données alphanumérique. Depuis 2010, nous avons introduit la base de données biométrique. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous prenez l'article 7, qui détermine les éléments constituant l'identification de l'électeur, il y a sa photo pour faire état de l'iris et ses empreintes digitales. Semble-t-il, les empreintes digitales ainsi que l'iris sont uniques à chaque personne. Donc, depuis 2010, c'est la biométrie qui est notre identifiant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, il n'est pas rare de constater, dans les familles africaines, 2 ou 3 personnes qui utilisent les mêmes extraits d'acte de naissance. Il n'est pas rare. Vous êtes d'accord avec moi, M. Kwao? M. Kwao et M. Esso. Alors, quand ces personnes viennent se faire enrôler, on trouve un doublon d'identité. Mais on ne trouve pas un doublon biométrique. Parce qu'il s'agit de 3 personnes qui ont leurs empreintes propres à elles. Elles peuvent avoir le même nom, mais elles n'ont pas les mêmes empreintes digitales, puisque c'est la biométrie qui fait foi au niveau de la liste électorale. Voilà pourquoi nous, on ne considère pas ça comme étant des doublons. Et généralement, c'est de ça qu'on parle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2015, le Premier ministre, paix à son âme, Charles Konabani, avait posé le même problème. Mais la commission lui a répondu et automatiquement, l'affaire s'est tue. Le doublon d'identité n'est pas le doublon biométrique. Voilà pourquoi il se peut faire qu'on trouve sur la liste électorale des gens qui ont le même nom, 3 ou 4 personnes qui ont le même nom, mais qui n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Et comme le principe en vote, c'est une personne, une voix, et l'une ne peut pas se substituer à l'autre, pour nous, ça ne pose pas de problème. Mais généralement, pour ceux qui ne savent pas, considèrent qu'il y a des doublons. Et généralement, ce sont ces cas. Et c'est 6 000. Mais c'est 6 000. Mais aujourd'hui, c'est moins que ça. Alors donc, quand on parle de ces choses-là, il faut peut-être approcher la commission électorale pour avoir les vraies explications. Depuis 2010, nous avons introduit dans notre système d'enrôlement la biométrie. C'est ce qui fait que ces doublons n'affectent pas la sincérité du scrutin, parce que tout simplement, l'une des personnes, des 3 personnes, ne peut pas se substituer à l'autre. Est-ce que vous voyez? Et puis, parlant des décès, c'est la même chose. Quelqu'un qui est décédé, en principe, ne peut pas pouvoir voter, parce qu'il part avec ses empreintes. Et nous avons des systèmes qu'on appelle aujourd'hui les tablettes biométriques. Quand vous arrivez, vous mettez votre doigt dans le bureau de vote, et on constate si vous êtes sur la liste électorale ou si vous n'êtes pas sur la liste électorale. Vous ne pouvez pas vous substituer à un mort. Voilà pourquoi pour nous, je n'ai pas dit, alors là, loin s'en faut, que les morts sur la liste électorale, ça ne nous gêne pas. On aurait bien voulu que l'état civil soit bien tenu pour qu'on nous donne effectivement la liste exhaustive de toutes les personnes qui sont décédées. Et d'ailleurs, nous sommes les premiers à être en affectés parce que la présence des morts sur la liste électorale affecte le taux de participation. Vous comprenez? Mais pour nous, le mort n'est pas dangereux autant que celui qui est vivant et qui est déchu de ses droits civils et politiques qui est susceptible de venir voter. Voilà pourquoi nous prenons, parce que c'est un acte grave que de radier quelqu'un, nous prenons toutes les garanties pour assurer que la personne que nous radions est la bonne.
Voilà, je vais vous expliquer. L'état civil, c'est plus compliqué que ça. Quand j'étais chef de cabinet au ministère de la Justice, j'ai reçu un monsieur, sur instruction de monsieur le garde des Sceaux, qui me dit, monsieur le chef de cabinet, je suis mort. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je suis mort, mais vous êtes bien vivant devant moi. Il dit, je suis mort parce que j'ai eu à utiliser, mon cousin a utilisé mon extrait d'acte de naissance. Malheureusement, il est décédé et sa famille, pour bénéficier du capital décès, est partie faire son acte de décès. Moi, je suis à 2 ans de la retraite, je vais pour constituer mon dossier, on me dit que je suis décédé. Qu'est-ce que je fais? Comme vous êtes en train d'organiser les audiences foraines, je vous prie de bien vouloir m'inscrire au titre des audiences foraines pour que je puisse avoir un jugement supplétif. Mais je lui réponds que l'audience foraine est faite pour les personnes qui n'ont jamais été déclarées à l'état civil. Or, vous l'avez été, sauf que vous êtes deux à utiliser votre acte de naissance. Voilà les réalités sociologiques de notre état civil. Et voilà pourquoi nous avons inséré dans le système de l'enrôlement du citoyen la biométrie, qui fait la différence entre les différentes personnes, même si elles ont la même identité. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai bien envie de vous poser la question, messieurs qui êtes autour de cette table. Surtout, monsieur Kouao, dites-moi, Bernard B. Dadier, le B, c'est quoi? C'est Blin. Tout le monde ne le sait pas. Blin. Et il arrive, et parce que quand vous m'avez dit tout à l'heure, il faut interpeller le ministère de l'Intérieur, je vous dis que nous l'avons fait. Quand on leur a demandé, mais pourquoi vous ne nous donnez pas la liste de toutes ces personnes? Je ne défends personne, mais voilà ce qu'ils nous ont dit. Ils disent, souvent la déclaration est mal faite. Surtout pour les personnalités. Généralement, quand ce sont les personnalités, on ne prend même pas soin d'envoyer les documents officiels. On dit non, c'est M. Bernard Dadier qui est décédé. On fait le document. Mais quand vous venez avec l'acte de décès de Bernard Dadier, mais notre machine va rejeter parce qu'il s'appelle Bernard Belin Dadier. Blin, oui. C'est Blin Dadier. Vous avez dit Blin. Mais c'est pas Blin. C'est Belin, oui. C'est Belin. Oui, Belin, bon. Mais voilà déjà. Ah. Non, c'est une question de prononciation peut-être. Ah ben oui, voilà. Mais ce que vous prononcez, c'est ce que vous avez écrit. Mais voilà déjà. Donc, quand vous venez avec un tel acte de décès, évidemment, la machine va rejeter. Et je le dis encore, mais nous prenons tout le temps pour radier ces personnes-là de la liste au fur et à mesure. Mais, diantre, pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui est décédé vienne voter? Puisqu'il y a une biométrie qui l'empêche de voter. Voilà pourquoi nous prenons tous les soins. Mais nous aurions bien voulu que l'état civil soit plus efficace que ça. Je vous le concède. Mais c'est parce que cette réalité est là. Et nous nous battons. Et d'ailleurs, nous faisons mieux, M. Diarra-Souba. Oui. Est-ce que vous savez qu'il nous arrive, la Commission électorale indépendante, de compulser les pages nécrologiques des journaux pour voir les personnes qui sont décédées, à l'effet pour nous d'attirer l'attention de l'état civil là-dessus? Parce que c'est cela, quand ils vont souvent déclarer les décès, ce ne sont pas les noms officiels sur les documents qu'ils donnent. Mais quand on nous les envoie, ce ne sont pas les mêmes personnes. Nous voyons la photo de la personne, mais nous ne pouvons pas radier parce que le nom qui est écrit sur l'acte de décès n'est pas le nom qui est écrit sur la liste électorale. Voilà autant de problèmes que nous avons. Et au fur et à mesure, c'est pour cette raison que le législateur dit que chaque année, il faut procéder à la révision de la liste électorale. Mais je voudrais aussi dire, sans nous défendre, que c'est une activité, c'est une opération qui est faite entre la population et la commission électorale. Contrairement à ce que M. Kouao croit, ce n'est pas seulement que l'affaire de la commission électorale indépendante. Ce n'est pas un dialogue entre vous. Mais non, je vous dis, puisque c'est vous qui l'avez dit. Je pose des questions pour que... Mais je vous réponds en tant que citoyen. Voilà. Donc, il faut retenir que ce n'est pas seulement... Regardez ce que le Code dit. L'article 12 dit quoi? Tout électeur peut demander la radiation d'une personne décédée. Dites-moi, monsieur Esso, est-ce que vous pouvez demander aujourd'hui la radiation de M. Bernard B. Dadier sans avoir un acte de décès? Personne ne peut le faire. Ça veut dire qu'en réalité, il est demandé aussi aux parents de venir avec les actes de décès de leurs parents qui sont décédés pour permettre à la commission électorale de les radier. Voilà les réalités. Et quand vous ne venez pas, vous vous en prenez à la commission électorale indépendante. Moi, je félicite de prime abord le PPACI d'avoir fait ce travail. Mais je dis que ce n'est pas nouveau. Il y a bien longtemps que ces problèmes-là existent. J'ai l'impression que on brandit le chiffon rouge chaque fois que les échéances électorales sont proches. Mais sinon, il y a la révision. J'ai dit, ça fait 5 fois que nous faisons la révision de la liste électorale. Alors, par ailleurs, on me pose le problème du plateau.
où il y aurait une population électorale qui serait 7000. Qui serait plus importante que la population résidente. Mais qu'est-ce qui est difficile là-dedans à comprendre? Vous savez bien que le plateau, c'est le centre d'affaires. Évidemment. Et la révision se passe le jour. Quand on va pour enrôler les gens, en 2007, 2008, on ne disait même pas qu'il fallait avoir des intérêts quelque part. Tout le monde avait le choix de s'inscrire où il voulait. Parce qu'il y a eu une amélioration dans cette disposition. En 2000, on disait au départ qu'il fallait avoir son domicile, sa résidence, pour être enrôlé dans ce lieu. Mais après, en 2007, on a dit non. Tout le monde pouvait s'inscrire où il voulait. En 2015, ils sont venus pour dire qu'il fallait avoir un intérêt économique, les intérêts économiques et sociaux dans le lieu pour se faire enrôler sur la liste électorale. Mais quand on a constaté ce flux massif qui frisait la fraude, on a introduit en 2020 cette disposition qui disait qu'il n'y avait plus d'intérêt économique, mais il fallait avoir effectivement son domicile, sa résidence ou sa résidence fiscale. Voilà comment ça a été fait. Alors, donc, quand les agents enrôleurs se retrouvent au plateau où 80% des fonctionnaires travaillent la journée, mais ils se font enrôler. Voilà pourquoi la population électorale, parce qu'enrôler le jour est plus importante que ceux qui résident là-bas. Aujourd'hui, dimanche, monsieur Kwao, si vous partez au plateau, c'est vide. Mais demain matin, vous verrez. Monsieur le Président, si vous le permettez, ce que vous dites est juste. Hein, ça peut s'expliquer, mais il y a aussi le fait des convoyages des électeurs. Bien, alors le convoyage des électeurs s'explique. Hein. Moi, nous avons compris, jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est contraire à la loi. C'est la transhumance électorale qui est interdite. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le citoyen, il travaille au plateau. Il vient se faire enrôler au plateau. Et puis le dimanche, généralement c'était le dimanche qu'on votait, les candidats ont un intérêt à aller les prendre pour dire venez voter. Donc ils font des convois pour aller voter. Mais alors, ce qui est interdit par la loi, c'est le fait de demander à quelqu'un qui n'est pas résident, qui n'a pas son domicile, qui n'est pas immatriculé dans le lieu où il se fait enrôler, de venir se faire enrôler. C'est pour ça que le législateur dit quiconque s'inscrit sur une liste électorale où il n'a ni domicile, ni résidence, où il ne paye pas ses impôts, ou n'est pas immatriculé à l'étranger, se rend coupable d'une infraction qui va l'amener à être condamné de 6 mois à 1 an d'emprisonnement. Mais voilà. Mais donc le convoyage, le fait de convoyer des gens, bon, est-ce que c'est ce qui est puni pour le moment? Ce n'est pas de ça dont il est question. C'est le fait de faire inscrire des gens dans des lieux où ils ne sont pas domiciliés. Mais quand vous dites que les gens ont été enrôlés... Dernière question, on a obligé de... que les gens ont été enrôlés au plateau, sur leur lieu de travail, mais ça va en contradiction avec ce que vous disiez juste avant, en disant qu'il fallait avoir le lieu de domicile au plateau. Non, mais je n'ai pas dit que c'est maintenant que leur enrôlement se fait. Je vous ai donné l'historique de cette disposition. J'ai dit par le passé, on ne disait même pas qu'il fallait avoir... On disait tout simplement que le citoyen s'inscrit dans la circonscription de son choix. Donc ça veut dire que maintenant, il y a 80 000 personnes qui habitent au plateau, qui se sont enrôlées au plateau. Non, moi, contrairement à 7 000 qu'il y avait avant. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas parce que tu te fais enrôler quelque part que tu habites. C'est maintenant que cette disposition existe. Par le passé, il fallait tout simplement avoir un intérêt économique. D'abord, au départ, il n'y avait rien. Vous vous inscrivez dans la circonscription de votre choix. Et ensuite, on est passé à l'inscription, à l'existence d'intérêts économiques et matériels, et sociaux plutôt. Et puis après, on a exigé maintenant qu'il fallait avoir le domicile ou la résidence. Donc, entre-temps, mais les gens se sont fait enrôler sur la base de ces dispositions-là. Et vous n'avez pas les moyens de vérifier? Comment? Vous n'avez pas le moyen de vérifier s'ils y habitent ou s'ils y ont des intérêts économiques? Non, maintenant, nous avons les moyens. C'est maintenant. Mais au moment où ils s'inscrivaient, la loi ne prescrivait pas ça comme une obligation. Mais maintenant que vous avez les moyens, est-ce que vous pouvez les retirer? Non, mais... Maintenant, vous avez les moyens de contrôler, qui n'habitent pas au plateau, mais qui sont enrôlés au plateau. Mais non. C'est ceux qui viennent s'inscrire maintenant. Ce n'est pas ceux qui sont sur la liste électorale. D'accord. Voilà, c'est ceux qui viennent s'inscrire maintenant, c'est à eux que l'obligation pèse, c'est sur eux que l'obligation pèse d'avoir le domicile. Mais celui qui s'est inscrit au moment où il s'inscrivait, il n'y avait pas la disposition, vous n'allez pas lui reprocher cela. Même si la loi a changé, la loi ne rétroagit pas dans ce cas-là. C'est un droit acquis. Monsieur le Président, nous sommes au terme de cette première partie. Peut-être qu'on on va vous réinviter sur ce plateau pour aborder les questions qu'on n'a pas pu évoquer ce soir. Je pense qu'on a fait quand même le tour. Hein. Votre mot de la fin avant de vous laisser partir? Alors, je voudrais vous remercier
pour l'occasion que vous donnez toujours à la commission électorale d'expliquer le mode opératoire de ces opérations. Mais je voudrais rassurer M. Kwao, M. Esso, M. Bangali et puis M. Kuyo que la commission électorale n'a pas d'animosité à l'endroit des partis politiques. D'ailleurs, nous profitons de votre antenne pour remercier le PPACI qui a mis le pied dans le plat. Et ça va permettre aux partis politiques d'utiliser tous ces éléments-là pour venir au contentieux. Parce qu'une chose est de constater l'irrégularité, une autre est de venir devant la commission électorale pour les dénoncer, pour qu'ensemble, on puisse extirper de la liste électorale les irrégularités qui y sont. C'est le sens du contentieux. Le contentieux a pour objectif de corriger les irrégularités et les omissions. Alors, comme vous l'avez dit, M. Kwao, ces erreurs qui sont sur la liste électorale, certes, ce sont des erreurs, mais ce ne sont pas des erreurs qui affectent la sincérité du scrutin. Mais toutefois, nous invitons la population à venir à l'occasion de la révision de la liste électorale, à consulter nos différentes listes, parce que nos commissaires viennent de choses, comme on appelle, des différentes régions du pays. Alors, à venir consulter la liste électorale afin d'y déceler les irrégularités pour qu'à l'occasion du contentieux, on puisse les corriger. Voilà ce que je voulais dire. Venons tous. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Nous avons intérêt à ce que ce pays se porte bien. Et nous jouons notre part de responsabilité. Il ne faudrait pas que les uns et les autres croient que l'établissement de la liste électorale est la seule affaire de la commission électorale indépendante, c'est l'affaire de tous. Voilà pourquoi le législateur donne la possibilité à l'électeur de radier ou de faire inscrire les personnes qui sont omises ou de radier les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques ou décédées. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, Ibrahim Kubiar Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le président de la commission électorale indépendante. Nous sommes à près de 3 mois des prochaines échéances électorales et pour l'instant, c'est l'heure du contentieux électoral. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. On espère vous retrouver dans d'autres circonstances pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et internautes.